Chers fidèles téléspectateurs de la FIA TV, merci d'être là en train de suivre votre chaîne préférée qui est la chaîne communautaire à la FIA TV. À la FIA TV, elle est accessible sur Canal+ 235. Vous êtes en train de suivre l'invité de la semaine. L'invité de la semaine de ce soir, c'est bien évidemment Moussa Aga Charatouman. Moussa Aga Charatouman n'est véritablement plus à présenter. Il est le secrétaire général du MSA, Mouvement pour le salut de l'Azawad. Il est également membre du CNT, mais très récemment, il est le porte-parole. Il est devenu le porte-parole du CSP, qui est le comité stratégique permanent, qui a été créé récemment et qui a fait, en tout cas organisé sa première grande rencontre à Kidal. Alors, Moussa Aga Charatouman, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, le plaisir est partagé. J'espère que je ne me suis pas trompé dans la présentation. Non, non, pas du tout. Ok, alors le CSP, le comité stratégique permanent, est mis en place. Il y a des instances, je pense qu'il y a eu des commissions qui ont été mises en place, mais il y a eu quand même quelques difficultés. Pourquoi ce CSP-là? Parce que les gens, en tout cas, ils se demandent, il y a déjà la CEMA qui existe, la plateforme qui existe, il y a l'accord qui vous réunit, le CSA qui vous réunit. Pourquoi encore créer le CSP? Le CSA, je rappelle que c'est le comité de suivi de l'accord. Alors, pourquoi encore créer un autre cadre pour vous retrouver vous seul? Les gens se demandent, sont préoccupés en tout cas, s'inquiètent. Tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir donné cette occasion de m'exprimer pour la première fois sur à la FIA TV. Et le cadre stratégique permanent, les CSP que nous avons mis en place le 6 avril c'est dernier. Le cadre et non comité. Hein. Non, ce n'est pas le comité, c'est le cadre stratégique permanent. C'est ça l'appellation correcte, les CSP. Nous l'avons créé le 6 avril dernier ici à Bamako, à la cité administrative ici. Et nous l'avons confirmé avec la déclaration de Rome, puisque nous avons été invités à Rome par l'ONG Arapacis. Et bien évidemment aussi avec l'accord du gouvernement italien qui nous a accompagnés et qui nous a offert cet espace d'échange entre nous, qui nous a permis de consolider ce que nous avons déjà commencé à travers la déclaration de Rome. Effectivement, comme vous l'avez dit, nous avons tenu notre dernière réunion les 3 et les 4 juillet dernier à Kidal. Et cette grande rencontre-là nous a permis, c'est-à-dire de partager cette nouvelle vision qu'on a au niveau du cadre stratégique permanent avec l'ensemble de nos populations, mais aussi avec tous les partenaires qui accompagnent notre pays dans le cadre notamment de la mise en œuvre de l'accord. Parce que le CSP, c'est un cadre stratégique permanent qui a été créé entre la CEMA et la plateforme, qui sont déjà des ensembles qui ont signé l'accord de paix qu'on a avec le gouvernement malien, bien évidemment avec l'accompagnement de la communauté internationale. Et l'objectif du cadre stratégique permanent, premièrement, c'est vraiment de sceller cette réconciliation entre les mouvements du Nord, entre les communautés du Nord, pour ne pas dire la zone. Le deuxième objectif, c'est bien évidemment d'aider dans le cadre de la sécurisation des personnes et de leurs biens dans l'espace respectif où nous nous retrouvons. Le troisième objectif, c'est d'aider le gouvernement malien et les partenaires internationaux qui sont à nos cheveux dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord. Et le quatrième objectif et le dernier, c'est bien évidemment de prendre en compte les aspirations élémentaires et fondamentales de nos populations, surtout pour tout ce qui concerne le développement dans nos zones par rapport à la scolarisation, par rapport à l'eau, par rapport à pas mal de choses. En tout cas, dans ce CSP, dans ce cadre stratégique permanent, le gouvernement semble exclu. Même à Kidal, par exemple, le gouvernement n'a pas pris la parole. Pas du tout, pas du tout. Premièrement, d'abord, le fait même de créer les CSP dans la cité administrative ici à Bamako, c'est déjà expressif du fait qu'il y a une proximité entre nous et l'État malien. Et je tiens aussi à préciser sur ce plateau-là que la démarche que nous avons entreprise de A à Z, le gouvernement a été tenu informé et souvent même associé. Et vous a soutenu dans cette démarche? Absolument, absolument. Et la dernière rencontre que nous avons faite à Kidal, elle a quand même enregistré la participation de 5 ministres maliens, qui était conduit par le colonel-major Ismaël Ouagé, le ministre de la Réconciliation nationale chargé de la mise en œuvre de l'accord. Et lors des ouvertures des travaux du CSP à Kidal, le 3, le ministre Ismaël Ouagé a pris la parole au nom du gouvernement malien. Il nous a même transmis un message d'amitié, de fraternité, d'accompagnement et de soutien du président de la transition. Donc c'est seulement à la clôture qu'ils n'ont pas... Exactement, c'est juste à la clôture qu'ils n'ont pas pris la parole, parce que la clôture, on a juste lu la déclaration finale
de la rencontre. Sinon, sur ce, je tenais vraiment à préciser que le gouvernement est pleinement associé à cette nouvelle dynamique-là qu'on est en train de faire. Alors, il y a eu quand même des tractations à Kidal, hein, le lendemain même du CSP, certainement pour des questions de poste entre groupes armés. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'allait pas réellement? Pourquoi vous n'arrivez pas à vous entendre? Non, en fait, c'est pas qu'on n'arrive pas à s'entendre. On a mis un mécanisme en place qui n'est pas du tout facile parce que, comme vous le savez, la plupart des acteurs internationaux et même le gouvernement malien souvent nous a reproché d'être divisés et de nous faire la guerre et que ça fait partie un peu de ce qui ralentit ou en tout cas qui rend compliqué la mise en œuvre de l'accord. C'est qu'il y a quelque chose qui est totalement vrai. Et compte tenu de cette réalité-là, nous avons décidé maintenant de conjuguer nos efforts, de nous mettre ensemble, de nous réconcilier. Cette réconciliation, elle ne va pas se faire en une journée ni en 2 jours. Donc c'est un processus. Pour un départ d'abord, comme vous le savez, même la plateforme, elle connaît des problèmes à son interne. Elle a des tendances, il faut le dire très clairement. Et c'est l'une des tendances qui a mis les CSP en place avec la CEMA. Et l'autre tendance, à travers Oulmatali, est venue à cette rencontre-là. Elle a publiquement déclaré, pour paraphraser ce qu'il a dit, qu'ils adhèrent au CSP. Donc maintenant, il va falloir prendre en compte cette nouvelle donne du fait que l'ensemble des mouvements signataires, en tout cas engagés dans le processus de paix aujourd'hui, se retrouvent dans la vision du CSP. Et pour cela, il faut faire de la place à tout le monde. Donc c'est pour cela qu'il y a eu des discussions à Kidal pour éventuellement voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut embarquer tout le monde. Il y a également une bonne nouvelle, hein, la CMI, qui est la coordination des mouvements de l'inclusivité, qui a, je crois bien, rejoint le CSP. Pourquoi la CMI a pris autant de temps? Qu'est-ce qui ne va pas entre vous? Non, il n'y a pas de problème entre nous. Maintenant, la dynamique, comme je le disais, il y a ceux qui en sont les initiateurs, qui l'ont commencé, et par la suite, tout le monde voit les côtés positifs de cette initiative-là, et les gens sont en train d'arriver à des vitesses différentes, à des degrés différents, mais tout le monde, en tout cas, est en train de s'acheminer vers ça. Alors, bientôt, je crois qu'il y a une réunion à Menaka, pour mettre en place peut-être de façon définitive les instances, ou bien je me trompe, peut-être que c'est déjà fait. Non, après la rencontre de Kidal, nous avons fait un communiqué que nous avons rendu public, dans lequel on a adopté une feuille de route qui s'étale sur 1 mois, et pendant ce mois-là, il y a un certain nombre d'activités que nous devrons initier et engagé, notamment par rapport à la problématique de l'ERNEB, où il y a un problème là-bas, par rapport à la problématique. Bon, il y a un problème dont je ne saurais citer exactement, c'est-à-dire l'appellation exacte qu'il faut lui donner. Ce qui est sûr, il y a un problème là-bas qu'il faut régler. À Djelhok aussi, c'est la même chose. Vous savez qu'aujourd'hui, le village à Djelhok est complètement vidé de sa population. Il demande le départ de la MINUSMA. Il y a eu des manifestations qui demandent le départ de la MINUSMA. Donc, il y a en tout cas un problème qui est là, auquel on doit pouvoir apporter aussi notre contribution pour essayer vraiment de régler les problèmes. Et puis, il y a bien évidemment la zone des 3 frontières que vous connaissez très bien, au sein de laquelle les populations souffrent beaucoup. Ils sont victimes de nombreux actes de banditisme. Je rappelle que le MSA a initié une opération qu'on a appelée Menaka sans armes pour en tout cas pacifier cette zone-là. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Bon, l'opération Menaka sans armes tire presque vers sa fin parce que nous sommes presque dans les derniers mois. Quel bilan faites-vous les derniers mois? Bon, le bilan il est positif parce que quand on a lancé le 23 septembre dernier à Menaka, c'était une ville qui connaissait une insécurité sans précédent où les gens étaient pillés à longueur de journée, les ONG étaient attaquées, la vie était difficile pour toutes les populations. Après avoir initié et lancé cette opération-là, en tout cas nous avons réussi à ramener la paix et la sécurité à l'intérieur de la ville de Menaka. Nous avons aussi fait cette opération avec les forces de défense et de sécurité maliennes et les autres partenaires tels que la MINUSMA et Barkhane aussi à leur niveau et à leur manière nous ont accompagnés. Et après 10 mois, nous ne pouvons que dire que c'est une opération qui a eu un très bon succès. Mais ce qu'on trouve dommage, c'est que c'est une initiative qui n'a pas été soutenue ni accompagnée ni par les autorités maliennes ici à Bamako, ni par les forces partenaires en tout cas qui sont au chevet de nos populations et de cet espace-là. Et c'est ce que je trouve dommage parce que des initiatives de ce genre qui sont initiées localement par des locaux et même qui ont un impact positif, visible et tangible, qu'on ne les accompagne pas, je trouve cela dommage. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce qu'on a fait à Menaka, ça peut se reproduire en Songo, à Gao, à Tombouctou ou ailleurs, parce que quand la sécurité est confiée aux locaux, on constate qu'ils ont beaucoup plus d'impact positif. Est-ce que ces forces partenaires et les autorités maliennes ont été impliquées dès le départ, par exemple?
Ils ont tous été... Au fait, le concept même de Ménaka sans armes, c'est un concept qui a été mis en avant par la MINUSMA, mais elle n'a jamais pu l'appliquer. Et quand là, sa mise en œuvre concrète, elle a vraiment été faite par les MSA, les GATIA et puis les forces de défense et de sécurité maliennes. Bon, il y a des experts internationaux, en tout cas entre guillemets, c'est des gens qui se disent experts, il y a des experts locaux aussi. Tout le monde dit ce qu'ils pensent de la zone de Ménaka. En tout cas, ils disent qu'il y a véritablement des problèmes communautaires. Des problèmes communautaires entre, par exemple, des Daoushak et des Peuls qui seraient venus d'ailleurs. Vous, concrètement, quelle lecture en tant que citoyen, en tant que ressortissant de la zone, en tant que fin connaisseur aussi de la zone, comment vous analyserez en tout cas ces questionnements-là? Vous savez, ça c'est une zone très bouillante où c'est des frontières, il y a beaucoup de mouvements des populations, il y a des grands marchés, il y a des échanges économiques entre différents pays. Et maintenant, je sais que beaucoup de gens à l'international mettent beaucoup en avant les problèmes intercommunautaires ou intracommunautaires. Mais moi, c'est quelque chose que j'ai tendance à mettre de côté. Il y a un problème de fond qui est là, et ce problème de fond, pour moi, c'est l'absence de l'État. Ce problème de fond aujourd'hui, c'est le fait que ces populations-là sont abandonnées, sont délaissées. C'est des zones dans lesquelles les gens vivent dans la précarité, dans la pauvreté. C'est ça. Et puis l'autre côté aussi, c'est quelque part l'incapacité en tout cas de nos armées à assurer la sécurité pour l'ensemble de ces populations-là, qui font qu'aujourd'hui il y a des groupes armés terroristes qui se sont installés dans ces zones-là et qui tissent et qui jouent sur ces contradictions, moi je dirais locaux, parce qu'avant les communautés, en tout cas les nomades et les sédentaires ont toujours eu des problèmes, ou les nomades entre eux pour des questions de pâturage ou d'eau ont toujours eu des problèmes, mais jamais la violence n'a atteint ce niveau de degré et de violence. Et ça c'est dû à la présence de ces groupes extrémistes-là. Et c'est dû aussi à l'absence et à l'incapacité en réalité de nos armées, c'est-à-dire à faire face en réalité à cette menace-là. Donc moi je dirais les problèmes intercommunautaires, certes, ils peuvent exister, mais la violence à laquelle on assiste aujourd'hui, c'est à un autre niveau. Ce n'est pas forcément les communautés qui en sont à l'origine ou qui en sont les auteurs, mais c'est justement le vide qu'on a laissé là qui a permis à ce que cette devenue armée, avant de quitter de finir cette question, cette violence devenue armée, est-ce que vous ne vous sentez pas un peu coupable, en tout cas pour avoir en tout cas initié, ou peut-être que vous faites partie en tout cas de cette vague d'acteurs de la rébellion de 2012, est-ce que vous ne vous sentez pas un peu coupable? Pas du tout, pas du tout. Au fait, ce qu'on ne dit pas très souvent, c'est que cette insécurité dont on parle, par exemple les groupes armés terroristes qui se sont installés dans cet espace-là, les gens ont tendance à la confondre avec les événements de 2012, ce qui est entièrement faux. Les groupes d'Al-Qaïda au Maghreb islamique se sont installés au nord du Mali depuis les années 2002, 2003, 2004. Ils ont continué à enlever des otages ailleurs et on les ramène au nord du Mali, on en fait un business. Au fait, la crise de 2012 a permis aux Maliens même de découvrir la propre réalité auquel ils sont confrontés, parce qu'avant, beaucoup de gens l'ignoraient. C'est quand la rébellion a éclaté qu'on s'est rendu compte au fait que cet espace-là est complètement pourri et qu'il y a des groupes extrémistes qui sont installés là, il y a des trafics de drogue, il n'y a pas de contrôle, l'État est très absent. C'est tout. Donc, concrètement, quelle solution vous préconisez? Est-ce que c'est le fait de créer des mouvements? Parce que vous étiez dans un mouvement, après vous avez créé le MSA. Est-ce que cette diffusion, quelle solution vous préconiserez aujourd'hui pour en tout cas pacifier la zone? C'est très simple. Aujourd'hui, c'est de considérer que ces populations-là sont des citoyens à part entière comme tous les autres, qu'ils ont droit au développement, ils ont droit à la santé, ils ont droit à l'éducation, ils ont droit à ce que leur région soit désenclavée. C'est ça, au fait, le fond du problème. Et tant qu'on ne règle pas ça, on ne va pas s'en sortir. L'autre chose aussi, c'est par rapport à la sécurité. Aujourd'hui, on a tendance à parler des forces internationales, de l'appui des Barkhane, des Takuba, des G5 Sahel, et j'en pense. Tout ça, ce n'est pas la solution. La solution, c'est qu'on donne la possibilité à ces autochtones, à ces populations-là, d'être les maîtres politiques et sécuritaires de leur espace, de s'occuper de leur quotidien. C'est tout simplement qu'aujourd'hui, qu'on ait une armée véritablement républicaine et représentative de tous les Maliens, et que des enfants de Ménaka puissent servir chez eux, des enfants de Kidal puissent servir chez eux, des enfants de Sikasso puissent servir chez eux, des enfants de... Vous insinuez par là l'accélération du processus DDR, quoi? Bien sûr, il faut accélérer le processus DDR, il faut reconstruire cette armée, parce qu'aujourd'hui, l'armée que nous on a aujourd'hui, elle n'est pas
à la hauteur des défis auxquels elle est confrontée. Et pour qu'elle soit à la hauteur de ces défis-là, il va falloir que tous les Maliens se retrouvent à l'intérieur de cela. C'est pour cela que le processus de paix, même s'il prend 6 ans, c'est vrai que ça tarde beaucoup, il faut qu'on aille au bout de ce processus-là parce que c'est la seule solution. Aujourd'hui, il faut intégrer les gens dans l'armée malienne, il faut que l'armée soit républicaine, représentative de tout le monde, il faut qu'on ait une armée très forte. Elle est la seule garante de la sécurité et de notre pays et de nos populations et de nos biens. Toujours par rapport en tout cas à la question de l'accord par exemple, les nouvelles autorités nous parlent aujourd'hui de relecture et de mise en œuvre intelligente de cet accord. Qu'est-ce que vous comprenez dans la mise en œuvre de la relecture intelligente de cet accord? Vous êtes prêt à accompagner en tout cas à tout prix cet esprit-là, ce nouvel esprit? En fait, la relecture de l'accord, on en parle beaucoup. Je trouve qu'on en parle beaucoup plus dans des salons qui ne sont pas les salons idéaux. Pour moi, les salons idéaux pour parler de la relecture de l'accord, c'est les CSA et les organes de mise en œuvre de l'accord. À ma connaissance, jusqu'à l'heure où je vous parle, aucune des parties, ni le gouvernement, ni la CEMA, ni la plateforme, ni les membres de la médiation internationale dans un CSA officiellement n'ont émis le vœu de faire un projet de relecture de l'accord pour la paix et la réconciliation ici du processus d'Alger. Mais ceci étant dit, l'accord lui-même prévoit dans son article 65, c'est-à-dire un mécanisme pour relire l'accord. Mais il faut se conformer à ces mécanismes-là. Et pour qu'on puisse relire l'accord de paix, il faut que les 3 parties donnent leur accord. Et pour le moment, en tout cas, à ma connaissance, nous n'avons pas... Est-ce que le MSA a un point qu'il souhaiterait changer dans l'accord? Dans l'accord même. Au fait, les MSA, c'est un mouvement comme tous les autres. Nous sommes engagés dans le processus de paix. On est avec d'autres mouvements tels que les GATIA, les MAA. Pour vous, l'accord, il est parfait? Je ne dirais pas qu'il est parfait. Mais en tout cas, pour le moment, nous avons cet accord entre nos mains, faisant en sorte qu'elle soit bénéfique pour nos populations. Essayons de faire avancer les côtés. Et si le gouvernement propose de rouvrir, de relire cet accord-là, vous serez d'accord et jusqu'où vous serez prêt à On va aller? voir les points sur lesquels le gouvernement veut qu'on discute. Moi, en tout cas, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut faire le débat, il faut discuter, il ne faut rien refuser. Mais il faut arrêter de parler dans les salons à côté. Il faut venir dans l'endroit idéal et poser des problèmes et parler des points que le gouvernement veut relire et ensemble, on se mettra d'accord. Et puis l'autre chose qui est très importante, c'est qu'aujourd'hui, nous, on ne peut pas nous dissocier du gouvernement parce que quelque part, on est tous, aujourd'hui, quand on prend le gouvernement, on a des ministres qui sont ici des mouvements. Quand on prend les CNT, moi-même, je suis membre. Donc, il y a une interaction entre nous et les tenants du pouvoir. Donc, ensemble, on peut discuter de tout. Il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de problème. Mais à condition que ça se fait dans les règles de l'art et suivant le processus qui est défini comme tel. Alors, le départ de Barkhane, ça vous dit quelque chose ou pas? Non, Barkhane, elle ne part pas. Barkhane change de nom, change de stratégie, mais les forces françaises sont toujours là, d'autres forces européennes vont s'ajouter à eux. Mais pour moi, tout cela, c'est pas la solution. Ça ne vous fait pas peur du tout? Pas du tout, pas du tout. Moi, je pense que cette crise-là, elle ne peut être réglée que par les Sahéliens eux-mêmes et par les Maliens eux-mêmes. Donc, vous soutenez en tout cas ce que dit Mohamed Bazoum, le président nigérien, quant à la responsabilité en tout cas, des armées sahéliennes à prendre en tout cas en main leur destin et que la communauté internationale... Moi, ça a été toujours ma conviction ultime. Quand vous vous référez à mes interviews, j'ai toujours dit que la crise sahélienne ne sera réglée que par les Sahéliens eux-mêmes. Ça, je n'ai jamais eu l'ombre d'un doute là-dessus. Je fais partie d'un groupe armé qui a eu à collaborer et avec les forces nationales et avec les forces internationales. Je connais la limite de tous ces gens-là et je sais que la solution, elle est entre nos mains. Vous faites partie des gens qui veulent que les forces internationales quittent le pays? Non, je n'ai pas dit qu'ils doivent quitter, mais j'ai dit que nous devrons, nous, jouer d'abord notre responsabilité, notre rôle et notre devoir de protéger notre espace. Il y a des choses qui nous manquent à notre armée. Par exemple, ces forces internationales, elles ont la nouvelle technologie, elles ont une capacité aérienne qu'on n'a pas, mais tout ce qu'on peut faire nous-mêmes au niveau national, au niveau local, on a cette capacité-là. Maintenant, il faut chercher la complémentarité avec les forces internationales. Qu'est-ce qui nous manque, qu'est-ce que nous, on ne peut pas faire et qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter dans ces domaines-là. Mais déléguer notre sécurité aux forces internationales, dire que c'est eux qui doivent faire cette guerre, c'est eux qui doivent stabiliser, c'est eux qui doivent sécuriser, je pense que c'est s'y tromper. Avant d'arriver à la dernière question, il y a, en tout cas, vous êtes accusés, en tout cas les acteurs qui se disent mouvement signateur, tout ça sont accusés de profiter de cette latence, de cette situation qui ne fait que
préoccuper davantage les communautés locales. Les communautés en ont marre. Et vous êtes là à Bamako, vous la coulez douce. Donc, vous, quelle serait votre réaction? Bon, dire et que vous ne faites même pas souvent vous ne retournez pas à vos bases pour leur faire le compte rendu à chaque fois. C'est des propos qui sont tenus. Oui, bien sûr, je sais. Bon, ça, c'est des propos auxquels je ne souhaite pas trop m'attarder là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes très présents auprès de nos communautés. On ne se bat pour eux à longueur de journée. C'est que vous avez parlé de Menaka sans armes. Quelqu'un qui est assis dans les salons de Bamako, il ne va pas faire une opération comme ça pour amener la paix et la sécurité pour sa population. Les gens qui sont à Kidal, les responsables des groupes armés, au quotidien se battent pour sécuriser leur population. Ceux qui sont à Gao, à Tombouctou aussi les font. Bon, je trouve que ce discours-là n'est pas forcément correct. Mais par contre, aujourd'hui, la lenteur de l'accord pour la paix et la réconciliation ici du processus d'Alger, nous en sommes même les premières victimes parce qu'aujourd'hui, les populations qui souffrent, les communautés qui souffrent, l'espace qui est dégradé aujourd'hui, c'est les nôtres. Donc nous sommes les premiers aujourd'hui en réalité à décrier cela et à demander à ce que l'accord soit accéléré et que sa mise en œuvre soit rapide. Alors, comme dernière question, la CEMA a perdu son président, Brahim Ould Sidat. Aujourd'hui, la CEMA vit comment cette perte-là et quelle a été votre interprétation finale? Bon, c'est quelque chose dont on a fait mention lors de la réunion du CSP. C'est clair que c'est quelque chose qui est condamnable et qui est surtout triste de perdre un acteur, surtout comme Sidi Brahim Ould Sidati, qui était quand même l'interface entre la CEMA et puis l'État malien et la communauté internationale dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord. Je pense que ceux qui ont posé cet acte-là avaient justement pour objectif de saboter les processus et de retarder cette paix à laquelle tout le monde aspire. Bon, je ne sais pas où est-ce qu'ils en sont encore, mais en tout cas, c'est un événement qui nous a tous attristés. Donc, vous ne savez toujours pas quelles sont les raisons véritables de cet assassinat-là? Non, à ma connaissance, pas encore. Merci beaucoup, Moussa Gachara-Toumane. Merci. Je rappelle que Moussa Gachara-Toumane, que nous avons reçu sur ce plateau, est membre du Conseil national de transition, secrétaire général du MSA, Mouvement pour le salut de l'Azawad. Il est également le porte-parole du CSP, cadre stratégique permanent, qui a tenu sa plus importante rencontre à Kidal la semaine passée, je crois bien. Merci d'avoir suivi l'invité de la semaine. Merci, Moussa Gachara-Toumane. Merci beaucoup.